bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 23. 23e épisode des Prof Podcasts. Merci de nous suivre à chaque semaine. Il y a de plus en plus de gens qui l'écoutent, qui le partagent. On apprécie énormément. Cette semaine, j'ai avec moi un enseignant et deux anciens enseignants à la retraite maintenant. Donc, premièrement, Jean-Benoît Farran, bonjour. Bonjour Marc-André. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai Gilles Farran, bonjour. Bonjour Marc-André. Et j'ai Louis-Paul Perra, bonjour. Salut bien. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment traverser sa carrière en enseignement. Mais avant ça, je vais juste vous faire on va faire un petit... on a envoyé Jean-Benoît la semaine passée à Québec nous faire un reportage. Qu'est-ce que tu étais allé faire à Québec, Jean-Benoît? J'étais allé participer au congrès de l'ACOPS, l'Association québécoise des utilisateurs d'ordinateurs en classe, technologie, TIC et tout ça. J'ai suivi des ateliers toute la semaine sur l'utilisation des ordinateurs, dont un très intéressant présenté par le récit de l'univers social sur l'utilisation de la réalité virtuelle en classe. Quelque chose qui m'a, ma foi, beaucoup impressionné, qui était très simple et en même temps très intéressant et qui, je crois, va être utilisable en classe. Et à l'instant, on s'en va écouter ce reportage-là maintenant. Jean-Benoît Farran, en direct de la COPS 2019 à Québec. Résumé de la première journée. J'ai participé à un atelier qui s'intitule « La réalité virtuelle en classe », donné par des membres du récit de l'univers social, c'est-à-dire Maude Labonté, Claudie Vanasse, Steve Quirion et Alexandre Lannoy. C'était un atelier d'une journée, c'était une journée thématique. Journée très intéressante, très intéressante, beaucoup de concret, beaucoup de mains sur les touches, d'expérimentation, de démonstration, de nous montrer du réel, pas juste de nous en parler, de nous faire essayer des choses, de nous faire créer du réel, du virtuel plutôt, je devrais dire, parce que ce qu'on a fait touchait à peu près tout à la réalité virtuelle, d'où le titre de l'atelier. On a commencé par expérimenter Google Street View, entre autres comment créer des photos en 3D, des bulles, comment les partager, comment aller chercher des lieux où on trouve de telles photos. Après ça, on a expérimenté avec YouTube. Il y a des vidéos en 3D sur YouTube. Ils nous ont remis des petits casques de réalité virtuelle dans lesquels on doit insérer un téléphone, un iPhone ou un Samsung. Et une fois que ces casques-là sont activés avec les téléphones, c'est possible de voir les lieux en réalité virtuelle. On a entre autres pu voir le barrage de LG2. Ensuite, on a travaillé avec Tour Creator, qui permet de créer des visites virtuelles en allant chercher les lieux sur Google Street View. Et une fois que les visites sont créées, on peut les partager à l'aide d'une autre application qui s'appelle Google Expedition. Ces deux applications-là se parlent via un compte Google. Et une fois qu'on a créé notre tour, on l'expérimente avec Expedition. Et c'est possible soit de juste le regarder ou de le partager à des élèves et de les guider dans ce tour-là. Donc de leur montrer qu'est-ce qu'ils doivent regarder, qu'est-ce qu'ils doivent voir en leur pointant des éléments. J'ai pu expérimenter tout ça. J'ai créé une visite virtuelle des lieux publics de la ville d'Athènes, tels qu'ils ont l'apparence de maintenant, en allant chercher ces endroits-là sur Google Street View. Et une fois que j'ai eu créé ma visite, je l'ai expérimenté avec Expedition et c'est assez impressionnant. Tu as vraiment l'impression d'être là, d'être dans la ville, de pouvoir visiter ces lieux-là. Donc, très bonne journée, très pertinent à refaire, à expérimenter en classe. Demain, 3 ateliers qui ont l'air un peu plus, un peu moins, un peu plus, je dirais, je vais voir. Je me laisse ouvert à voir qu'est-ce qui arrive. Donc, la suite demain.
Hey, c'était un excellent reportage. Merci, Jean-Benoît. Ça m'a fait plaisir. Il y en a 2 autres qui s'en viennent Oui, pour les prochains podcasts. Ça, c'était juste jour 1. OK. Après, la semaine prochaine, vous allez avoir jour 2. Après ça, vous allez avoir jour 3. Mais c'est très succinct. Là. C'est un petit résumé sur le vif du moment. Mais ça promet. Ouais. Donc, on commence tout de suite. Je crois que ça va être un très, très gros podcast chargé. Ben, je pense qu'on a 2 invités de marque aujourd'hui. Louis-Paul Perra était mon professeur à l'université en géographie, à l'université de Sherbrooke, du temps que j'ai fait mon bac. Et Gilles Farran a été mon professeur aussi, en plus d'être mon père. Il m'a enseigné en littérature québécoise au cégep à Granby. Et quand on s'est mis à chercher des sujets de qu'est-ce qu'on va parler dans le prof podcast, je me suis dit qu'on pourrait parler de la durée en enseignement. Qu'est-ce que ça prend pour faire une carrière sans péter aux frettes, surtout considérant le fait que en ce moment, les statistiques, c'est alentour de 25% des enseignants qui quittent avant d'avoir fait 5 ans dans leur profession. C'est pour ça que je voulais avoir deux vieux de la vieille, deux gens qui ont été capables de toffer, de rester sur place et de malgré vents et marées, de faire leur carrière au complet. Puis je voulais avoir ces références-là pour être capable de nous en parler. Oui, ben on peut commencer tout de suite avec M. Perra. Peut-être faire un petit résumé de votre carrière. Je pense que c'est pas du tout, on va dire, une carrière standard, typique telle qu'on la connaît d'habitude pour la moyenne des enseignants. Ben, si je me fie à la réalité de mon collègue Gilles, qui lui a eu une carrière, je dirais, très linéaire, qui savait exactement ce qu'il voulait. Moi, je savais aussi ce que je voulais. Premièrement, je n'ai pas une formation de prof. Je suis diplômé de l'Université Laval en géographie physique. Alors, je suis un géographe qui enseigne et non pas un prof de géographie, un géographe qui enseignait. Et puis, il y a une chose que je savais quand je suis sorti de mon premier diplôme, c'est que je ne voulais pas être prof. C'est tombé. Alors, je ne savais pas exactement ce que je ferais, mais je savais ce que je ne ferais pas. Ce que je ne ferais pas, c'est-à-dire être prof. Et puis, j'ai travaillé à gauche et à droite. Et puis, les aléas de la vie m'ont emmené à l'enseignement. Je pourrais vous raconter comment, mais c'est un roman fleuve, je pense que c'est pas la place, là. Et je me suis ramassé comme prof au secondaire avec aucun diplôme en pédagogie. J'ai dû faire ce qu'on appelle le CAPES à l'époque, c'est-à-dire le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement secondaire. Certificat de 30 crédits que j'ai fait à l'Université de Sherbrooke, tout en étant enseignant. Plus ou moins à temps plein dans des écoles à Sherbrooke. Et puis, finalement, je me suis ramassé prof. J'ai aussi écrit un manuel de classe en géographie de 3e secondaire, en géographie régionale. J'avais pris le temps de réfléchir énormément à ma matière. J'aimais ça, me pencher sur ce que j'enseignais. Ça me fascinait. Et puis, finalement, un éditeur m'a approché, j'ai écrit un manuel de classe. Et suite à une excellente relation avec un prof de didactique à l'université, Roch Choquette pour ne pas le nommer, je me suis ramassé tout à fait par hasard dans sa classe en train de donner une conférence sur la géographie du Canada, un cours que Jean-Benoît a suivi avec moi. Et puis, suite à cette prestation, Roch Choquette m'a dit, t'es peut-être le gars que ça prend pour me remplacer. J'ai souvent dit à mes collègues à l'université, j'ai été 5 ans à plein temps prêté par la commission scolaire de Sherbrooke à l'université de Sherbrooke, en plus de faire 17 ans comme chargé de cours, donc au total 22 ans. Et puis, j'ai souvent dit à mes collègues de l'Université de Sherbrooke, au département de géographie, il y a beaucoup de choses que vous faites que je suis incapable de faire, mais il y a certaines petites choses que je fais que vous êtes incapable de faire. Alors, depuis 2 ans, je suis à la retraite. J'ai commencé à enseigner à 29 ans, j'ai fini, j'avais 63 ans. J'étais le vieux, vraiment le vieux de la vieille. Et mes élèves me faisaient un compliment absolument extraordinaire. Dans les 5-6 dernières années de ma carrière, il me disait « Louis-Paul, t'as pas d'âge. T'es un prof qui n'a pas d'âge. On n'est pas capable de savoir l'âge que tu as parce que t'es pas vieux, t'es pas jeune, t'es intemporel. » Ça me faisait un bien énorme, si vous saviez. Et c'est ce qui me manque le plus
de ma carrière d'enseignant, le contact avec les élèves. Bon, j'ai assez parlé à ton tour, mon cher Gilles. J'ai le même manque. Sauf que moi, j'ai pris une voie complètement différente. En secondaire 5, j'ai eu la chance de rencontrer Yves Steinmetz, prof de français, un personnage On a eu le même extraordinaire. prof de français au secondaire parce que on est originaire de la même ville tous les deux. Alors, Yves Steinmetz a enseigné à Gilles et à moi-même. Ouais. Grâce à Yves, je ne suis pas bandit aujourd'hui. Et grâce à Yves, j'ai décidé, moi, en secondaire 5, de devenir prof de français. C'était mon choix de carrière. Fait que j'ai fait un bac en littérature à l'Université de Sherbrooke. Pas de formation en pédagogie. Par contre, j'ai eu un prix Racine. Je vous en reparlerai tantôt pourquoi c'était important dans ma carrière. Et en cours d'enseignement, j'ai fait une maîtrise en littérature. Moi, j'ai enseigné au cégep de Granby, 35 ans d'enseignement en cours obligatoire de littérature. Et les dernières années, je me sentais assez ferré pour l'enseigner dans le programme d'Aurélien, les 10 dernières années. Parallèlement à ça, j'ai passé une dizaine d'années à temps partiel comme chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Je donnais un cours session, des cours de rédaction, des cours de littérature. Et je me suis aussi impliqué dans le Festival de la chanson, grâce à Yves aussi, qui un samedi me dit, vendredi, tu fais quoi le samedi? Rien de spécial. Viens donc faire des auditions avec nous autres. J'ai commencé au festival en faisant des auditions. Je me suis retrouvé juge d'audition. Je me suis retrouvé coordonnateur de jury. Puis j'ai passé 30 ans au festival. Avec les F-17, entre autres. Pierre était sur le CA. Fait que j'ai pas fait OK. Moi, j'étais vraiment sur le terrain. Puis j'ai rencontré tous les DG, un après l'autre. Je les rencontrais, je leur disais, moi, ma version du festival, c'est ça. C'est comme ça, je le vois. Si ça te convient, tant mieux, on travaillera ensemble. Si ça te convient pas, je suis un pigiste. Prends un autre. Puis, je suis resté comme ça jusqu'à 30 ans. Voilà à peu près ma démarche. C'est des méchants CV. Je te l'ai dit que je nous avais trouvé des monuments. Je suis quasiment gêné, là. OK. Moi, ça fait 5 ans, je suis là. Oui, attends, t'es jeune. On en reparlera plus tard. Peut-être que tu vas te dégêner. La différence entre le début et la fin de la carrière, est-ce qu'il y a une différence dans la personnalité enseignante entre le début et la fin de carrière? Y a-t-il quelque chose qui se passe pendant la façon qu'on enseigne tout au long de notre carrière, le cheminement qu'on a? On se tend la main, elle ne veut pas aller après toi, non, après toi. La différence, c'est de l'assurance. Moi, j'ai pris de l'assurance en cours de route. Puis pour durer dans cette carrière-là, il faut vraiment prendre de l'assurance. Il faut apprendre à fermer sa porte de classe. De mon point de vue, c'est un travail de loup solitaire. T'es prof, t'es dans ta classe, ça se passe entre toi et 34-35 élèves. Le reste, là, ça compte vraiment peu. C'est un travail de loup solitaire. Puis, dans ce métier-là, l'assurance, je l'ai surtout développé à mettre de côté différents groupes. Les gouvernements. Il ne faut absolument pas se préoccuper des gouvernements. La CAQ a beau proposer différentes choses, tant mieux s'ils finissent par le faire. Mais peu importe les partis, ils ont fait tellement de campagnes de salissage contre la profession que il faut mettre les gouvernements de côté. Puis, parce que c'est étrange, au Québec, je connais peu de gens qui se vantent d'être professeurs. Tu vas en Europe, tu vas en Chine, tu vas dans le Sud, tu vas en Russie, j'ai eu la chance de voyager un peu, puis tu parles avec des gens, puis à un moment donné, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Tu es professeur. Les yeux s'illuminent. Ils te regardent, puis wow, tu étais professeur. Fait, il faut mettre les gouvernements de côté pour durer. Il ne faut pas mettre de l'espoir dans ces gens-là. Il faut mettre les patrons de côté. Tu sais, on est syndiqué permanent, on le doit à personne, on l'a gagné de hautes luttes avec des gens avant moi qui ont fait du militantisme, nous on en a fait aussi. On met les patrons de côté. Ils ne savent pas ce qu'on fait, ils ne comprennent pas notre matière, ils ne sont pas dans nos classes. Chaque groupe a sa propre dynamique. C'est pas parce que tu as enseigné 10 ans que tu peux débarquer dans un groupe et dire « Ah, ça va marcher comme ça, comme ça ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une discipline, une façon de vivre s'installe avec un groupe. Fait qu'il faut les mettre de côté. Il faut mettre les confrères de côté.
Ça fait prétentieux, là, mais il faut mettre les confrères de côté. Et ils ont beau être remplis de bonnes intentions, ils ont beau vouloir nous aider, ils n'ont pas notre formation, ils n'ont pas notre expérience, ils n'ont pas notre savoir-faire, ils n'ont pas notre savoir-vivre. Puis, des fois, ben, on a des confrères qui sont des éteignoirs. Qui jaspine, maudit métier, maudit parents, maudits étudiants, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait... Non, regarde là, cette année, là, ramasse tes clics, tes claques, puis va-t'en chez vous. Il faut les mettre de côté ces temps-là. Ah, c'est dur l'enseignement. Oui, mais c'est pas constamment dur. Ce ne sera pas constamment plus détestable. Ouais, tu as des belles périodes des fois. Hein. Oui, des fois, c'est magique, là. La vie des parents, moi, j'étais bien au cégep, on ne voyait pas les parents. Les élèves avaient 17, 18, 19 ans. On n'avait pas discuté avec les parents. Mon royaume pour ça. Oui, William, sois patient, mais tu vas passer toute ta vie avec les parents, toi. Puis les étudiants, ils ne savent pas toujours ce qui est vraiment bon pour eux. C'est étrange à dire, là. Ils ont 17, 18, 19 ans. Ils sont, moi, dans mon cas, ils étaient au cégep. Ils sont en début de carrière. Et est-ce qu'ils vont faire telle chose? Est-ce qu'ils vont faire telle autre? Ils ne savent pas. Bien là, c'est à nous de vouloir le mieux pour eux. Puis là, il y en a qui ne sont pas intéressés. Ils attendent le son de la cloche. Mais c'est correct. Attendez-là, la cloche. Moi, je n'étais pas là pour ceux-là. Bon, oui, je leur enseignais, je leur montrais différentes choses. Mais j'étais là pour les allumer, pour les intéresser. Ceux qui te regardent, là, puis tu fais « Ah, OK ». Quand lui, Paul parlait tantôt, là, lui, il vient pour apprendre. Lui, je l'ai accroché dans quelque chose. Puis c'est les étudiants que tu revois 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Puis là, ils viennent discuter avec toi. Tu sais que tu lui as enseigné, mais tu ne sais plus quand. Tu ne sais plus quelle matière. Tu es en poésie, en littérature, en théâtre, qu'importe. Mais pour durer, il faut mettre tout ce monde-là de côté, puis tenir compte des étudiants qui sont passionnés. Parce que moi, je pense que pour enseigner, il faut être passionné. Il faut être passionné d'une matière de départ. Puis j'aime bien l'expérience de Louis-Paul. Passionné de géographie, il ne voulait pas être prof. Il s'est retrouvé prof de géographie, regardons ça. La matière l'a amené à l'enseignement. Je trouve que c'est très, très, très révélateur. J'ai une vision un peu différente là-dessus. Je croyais que c'était la matière qui faisait l'enseignant, mais j'ai réalisé que j'aimais juste enseigner point aussi. Là. Parce que je me suis ramassé à ne pas enseigner ce que j'aimais finalement. Là. On dirait qu'il y a deux visions des choses là-dessus. Là. Moi, j'aimerais entendre Louis-Paul sur cette question-là, qui est quand même juste la première question du podcast. La question étant... Marc-André, répète la question. Y a-t-il une différence entre le début et la fin de carrière au niveau de la personnalité enseignante? Est-ce qu'on évolue comme Moi, personne? je suis un éternel insécure. Et l'assurance, c'est sûrement la grosse différence. L'assurance que tu sais de quoi tu parles. L'assurance que tu es supporté par tes connaissances. L'assurance que tes patrons vont te laisser tranquille. L'assurance que même s'il y a des parents, parce qu'au secondaire, les parents débarquent, moins qu'au primaire, mais quand même, que même s'il y a un parent qui débarque, ton patron, parce qu'il te connaît, parce qu'il sait ce que tu fais, il va te supporter. C'est extrêmement important. J'ai vu arriver Gilles avec tout son matériel d'écrit. Moi, j'ai réfléchi. Je demeure à 1 heure de route de l'endroit où on enregistre. Je ne sais pas si on sait d'où on enregistre. Oui, on l'a dit souvent. On est à Grimby. Bon, moi, je suis originaire de Grimby, mais j'ai enseigné toute ma carrière à Sherbrooke. Et puis, j'ai 5 mots-clés qui apparaissent pour définir mon enseignement. Le premier mot-clé, c'est le respect. C'est pas nécessairement dans l'ordre que je vais les identifier. Là. Respect des collègues, respect des élèves, respect de soi-même surtout, si tu veux durer. L'humour. Être capable de rire de soi-même, quoique moi j'ai de la misère avec ça, là. Mais rire des autres, je suis bon. Je suis pas mal bon. Puis rire avec les élèves, ça j'étais pas mal bon. Là, je viens de faire preuve de beaucoup d'humilité. D'ailleurs, c'est une des choses les plus importantes en tant que prof, puis je pense qu'il manque dans l'enseignement, c'est l'humilité. J'ai appris l'humilité en enseignant. Et ça a été quelque chose d'extrêmement important. Évidemment, le niveau des connaissances et la discipline. Enseigner, c'est quelque chose qui demande beaucoup de discipline personnelle et qui demande
beaucoup de discipline aux jeunes qui sont dans ta classe. Moi, j'ai jamais été le prof cool. J'ai toujours été assez, les limites étaient connues et je ne jouais pas avec ça. Mais ça leur prend ça, Oui, les élèves au secondaire. 100%, tout à fait Ils ont d'accord. besoin. Qu'est-ce qu'il cherche un élève? Il cherche 3 choses chez un prof, il ne sait pas. Il cherche un prof qui est drôle, donc il y a de l'humour. Un prof qui sait de quoi il parle, donc il a des bonnes connaissances. Puis un prof qui est sévère, il ne sait pas ça. Mais le prof qui est sévère, tu sais où tu t'en vas. Tu sais où tu t'en vas, mais le prof qui est cool, tu ne sais jamais sur quel pied danser face au prof. Là, c'est problématique, ça. Mais l'assurance, là, on revient au maître mot de départ, là, c'est vraiment ce qui est une grosse différence. Moi, comme j'ai commencé à enseigner, j'avais presque 30 ans. J'ai été quelques années un jeune prof, et soudainement, d'une année à l'autre, je me suis ramassé comme étant un vieux prof. Et puis, j'ai pas eu de transition entre les deux. Et l'avantage d'être un vieux prof, c'est que tu as... vous savez, dans les écoles, puis c'est des profs qui écoutent, là, nécessairement. On le sait, là, les enseignants... Les patrons passent et les enseignants restent. Ah oui, Oui, oh oui. Et à un moment donné, les enseignants ont un rôle à jouer face à la direction, puis la direction va s'appuyer sur certains piliers. Moi, j'appelle ça des poteaux, mais en réalité, c'est des piliers. Puis à la fin, moi, comme j'étais le plus vieux de l'école, le deuxième plus vieux avait 7 ans plus jeune que moi. 7 ans plus jeune que moi, il est encore là. J'étais un petit peu l'éminence grise. Là. Au niveau de l'assurance, ça, c'est agréable. Quand le patron te pose la question, qu'est-ce que tu en penses? Et comme les idées ne sont pas trop farfelues, ils vont en tenir compte. C'est ça, c'est intéressant. Ça. Mais il faut que tu maintiennes ta passion. Il faut que tu maintiennes ton niveau de connaissance. On pourra en parler de la matière que j'enseignais les dernières années, que j'enseignais la géopolitique, le cours qui s'appelle le monde contemporain. Alors ça, si ton niveau de connaissance n'est pas là, Alors, oublie ça, là, ça ne marche pas. Là. Je crois que c'est un cours qui est extrêmement dur à enseigner. Si on est Très au exigeant. début de carrière, je crois que c'est... Pour les jeunes profs là, qui n'ont pas la formation pour enseigner ça, malheureusement, là, Non. il faut que ça te prend un fond, une base que tu vas avoir acquis avec le temps. C'est une matière très difficile à enseigner. C'est beaucoup de culture et de connaissances générales qui, malheureusement, on peut acquérir tout au long d'une carrière, peut-être pas justement après un bac, là, je veux dire, c'est pas... Et de se garder au jour le jour à l'affût de ce qui se passe dans le monde. Moi, je veux rebondir sur les 3 qualités, humour, compétence, sévérité. C'était exactement mon portrait de prof. Le plus drôle dans la classe, c'était moi. Et le plus sévère, c'était moi. Et automatiquement, lorsque tu es sévère, lorsque tu es exigeant, les étudiants savent à quoi s'en tenir. J'ai déjà entendu des étudiants, j'avais un cours de critique où, il y avait à rédiger des critiques à concentration Auréliette, et ils avaient à relire et à corriger leurs critiques avant de me les remettre. C'était aussi un travail d'équipe. Et j'ai souvent entendu des étudiants, « Tu ne vas pas remettre ça, Gilles. Tu n'es pas sérieux. Tu vas te faire arracher la tête. » Être sévère, automatiquement, ça augmente le niveau du groupe. Oh oui, ça augmente ta crédibilité, oui, mais le niveau du groupe, parce que l'étudiant se dit, je ne peux pas remettre ce papier-là tout croche, je ne peux pas lui remettre ça plein de fautes, parce qu'à un moment donné, je leur disais, moi, après 3 fautes, je cesse de corriger. Vous êtes en or et lettres, 4e session. Après vous, c'est le déluge, là. Et les étudiants, avant de me remettre des travaux, tout à l'ordi, je voyais des corrections mitaines, là. Ils les avaient corrigées avec un copain le matin au café étudiant. Mais le travail que moi j'avais, il était bien fait. Alors mes confrères disaient, comment tu fais? Mais je le refuse. Puis là, l'étudiant, il fait, ah non, avec lui, j'ai pas le droit de faire ça. Ouais. Fait que la sévérité, là, je pense, c'est un service à leur rendre. Il faut dire que mes premiers travaux comptaient pour 5%, le deuxième 7%, le troisième 10%. Fait que l'étudiant, quand il voyait le niveau de correction, il se disait, oh, je m'en sortirai pas. Mais tu peux pas faire ça si tu donnes 3 travaux de 25% pour un examen de 25%. Là. Mais sévérité, tout à fait d'accord avec mon beau-frère. Je suis tout à fait d'accord au niveau, justement, être sévère. C'est être sévère, mais c'est être en même temps... Juste. Ouais, c'est ça. T'es sévère avec tout le monde, ouais. puis tu as le même niveau de sévérité. Là. Et être empathique aussi, parfois. Voilà. C'est un drôle si tu as une bonne d'équilibre. raison là, pour pas avoir remis ton travail, là, tout va bien.
Oui. Mais ça te prend une bonne raison, puis regarde, on va se dire le vrai mot, là, tu me bullshitteras pas trop souvent. Là. On a vu d'autres, là. Oui, c'est ça. J'ai déjà campé. Je suis pas né de la dernière pluie, mais j'aime bien ça. Il mouille souvent au camping. C'est la jeune fille qui arrive en pleurs le matin, son travail n'est pas fini, tu dis c'est passé quoi là? Ben mon chum a eu un accident hier, tu dis regarde, laisse faire le cours là, je leur donne cette semaine, tu reviendras, va t'occuper de ton chum là. C'est aussi être empathique. Là. Mais il ne faut pas qu'il y ait un accident toutes les fins de semaine. Non, Non, c'est c'est ça. Parce que là, sa mère lui Ben, prête plus Parce son qu'il était en auto. très piteux état. Ou elle change souvent de chum. Là. Ah, j'avais pas pensé à ça, c'est possible. On entend souvent que les jeunes sont donc plus comme avant. Est-ce que les jeunes ont changé à travers les années? Cicéron disait ça. Socrate. Oui, ça a plus de 2000 ans, cette affirmation-là, que la jeunesse n'est plus comme c'était. Les jeunes sont les jeunes. Les jeunes de mon époque, l'époque de Gilles et de moi-même, on avait le niveau, le grain de folie qui était probablement identique à celui des jeunes que vous avez été, messieurs, et des jeunes qu'on a maintenant. La société change, mais les jeunes sont les jeunes. Alors, tout dépendant de l'époque, on a les mêmes folies, les mêmes niaiseries, mais la société va être plus ou moins permissive, ce qui fait que les jeunes ne sont pas pires, ne sont pas mieux, sont pas plus brillants, sont pas moins brillants, ce sont des jeunes, avec le niveau de maturité qu'ils ont. Et, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'on a les enfants qu'on mérite. C'est nous qui les avons éduqués, ces enfants-là. J'ai dû faire une bonne vie. Moi, je suis rendu grand-père, là, puis je regarde pousser mes petits-enfants, là, puis honnêtement, papa et maman travaillent très bien avec eux, là, mais on a une société qui est... C'est compliqué d'être un jeune maintenant, là. Avec tous les réseaux sociaux, là, c'est pas facile, là. Ils sont soumis à trop Ils d'informations. sont bombardés. On prend, mettons, l'exemple de l'hypersexualisation. Là, ça, c'est Tout à fait. phénomène. Tout à fait. Tout là, à fait. Ben, c'est triste. Là, les jeunes, là, ils ne savent plus très bien. Là, trop d'informations ou pas assez, là, ça devient quelque chose de compliqué. On ne sait plus où regarder. Si tu parles d'hypersexualisation, je vais te dire, on ne sait plus à quel sein se vouer. SAINT. Oh, oui. Là, il vient On a de... le maître des calembours, là, officiellement. Ah oui, là, tu connaissais pas Louis-Paul? Non, moi je trouve que là, il vient de dénoter son âge. Là. Ah, tout à Pour fait. faire des liens religieux à sa j'ai été servant de messe. Moi aussi, je t'attends qu'il me fasse servir la messe le matin. Là, j'ai arrêté, trop tôt. Bonne idée. Je reviens sur les jeunes. Les jeunes aujourd'hui manifestent Jour de la Terre, écologie, etc. À notre époque, on manifestait contre le Bill 63, contre le Bill 22, pour la loi 101. On manifestait pour la langue française, mais on manifestait. J'ai manifesté en 2012. Fait que les jeunes sont encore impliqués socialement. On dit les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Non, c'est parce que la politique est plus locale pour eux. Là. C'est global. Mais les jeunes s'intéressent encore à ce qui se passe autour d'eux. Les jeunes vivent encore en gang, les jeunes vivent encore en groupe. Puis le groupe, la gang, c'est hyper efficace. J'ai donné des cours de théâtre au cégep, puis des gens qui ne se connaissaient pas, puis ils étaient ensemble dans le même groupe obligatoire théâtre, puis là, ils se créent des gangs assez vite. Puis les jeunes s'entraident. Et autre phénomène, les jeunes d'aujourd'hui ont nettement plus de moyens qu'on pouvait en avoir. On voulait savoir des choses, il y a 40 ans, on trouvait des encyclopédies, on allait à la bibliothèque, on questionnait. Aujourd'hui, ils ont l'encyclopédie dans leurs mains, il suffit de pitonner. On lisait Que sais-je. Oui, La oui. série Que sais-je. Oui. Les centaines de petits fascicules Que sais-je. Ouais, le Québec, en 120 pages, tout expliqué, oui. Fait que les jeunes, non, les jeunes restent les mêmes, sauf que moi, je les trouve assez formidables, assez fonceurs, assez fantastiques. Et laissez-leur de la place, là. C'est vrai que je suis d'accord. Puis je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit. Aujourd'hui, c'est drôle, j'ai abordé la question du bonheur avec mes élèves. Là. C'est un des thèmes en ECR, en secondaire 2. Puis je leur pose une question, puis ils répondent avec des cartes, avec des codes QR, ça s'appelle Blickers. En tout cas, on voit les sondages en temps réel quand ils votent au tableau, c'est vraiment le fun. Puis une des questions, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux à l'école et
90% disent c'est des amis. C'est pas les profs, c'est pas les activités, c'est des amis. Puis, tu sais, une des missions de l'école, c'est la socialisation aussi. Puis, je leur ai dit, ben, vous venez de prouver pourquoi vous allez à l'école. Vous venez de le prouver, puis c'est un des objectifs. Puis ça, je pense que tout jeune, de toute génération, l'école va servir à ça. Quitte à ce que les profs soient remplacés par des robots un jour, on ne sait pas, là. Ils viennent pour se faire des amis. Ben, c'est ça, c'est socialisé, je pense. Puis une fois qu'ils sont là, ils viennent pour être avec leurs amis. Moi, j'ai enseigné principalement dans 2 écoles. J'ai fait 11 ans dans une école de sport avec le sport-études. Et j'ai fait les 17 dernières années de ma carrière dans une école d'art. Et moi, je me souviens quand j'étais au secondaire à Granby, on passait, les profs nous mettaient à la porte de l'école le soir. Allez-vous-en chez vous. Là, il était rendu. Ça faisait 1 heure que l'école était finie, on était encore là. On prêtait dans les classes. Puis on était bien là. Les fins de semaine, club de sciences naturelles. On était souvent à l'école. Puis moi, j'ai enseigné à l'école Michel Montcalm à Sherbrooke, là, au pavillon Montcalm. Et comme je disais, c'est une école d'art, mais les jeunes, là, à 10 h le soir, le concierge, il en met toujours, tous les soirs, il en met une cinquantaine à la porte. Parce qu'ils sont bien à l'école. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas bien à la maison? J'espère que c'est pas le cas, mais malheureusement, quelques-uns, oui. Mais il reste que l'école devient l'ancrage nécessaire pour une santé mentale intéressante pour ces jeunes-là. Leur attachement est très fort à leur milieu scolaire. D'où l'importance des activités parascolaires. Absolument. Les absolument. écoles qui développent des activités qui rejoignent les jeunes, qui leur Absolument. permettent d'être en groupe, et qui leur permettent de vivre des choses ensemble, de l'impro, un club de football ou n'importe quoi, là, ça les garde sur place. Ça leur fait passer leur adolescence, qui est une fichue période à vivre. Moi, quand ils m'arrivaient en première session au cégep, je les félicitais. Bravo, vous êtes passé à travers la secondaire. Là, la vie s'ouvre. On y va les pites, là. C'est drôle. Ben, justement, je vous invite à aller écouter un des derniers balados qu'on a fait sur le parascolaire, justement, puis on parle de cette question-là de long en large, puis c'est fascinant. On sous-estime vraiment ça, le parascolaire. À mon avis, l'école, c'est l'ossature. Le parascolaire, c'est la musculature, ce sont les organes, c'est la peau. C'est ce qui fait que tu as un individu qui va être équilibré, qui va être sensé et qui va être bien dans sa peau. Le parascolaire est absolument essentiel à la santé mentale des gens. Ah oui. Le cerveau, dans l'analogie, qu'est-ce que c'est? Le cerveau. Et il m'est venu un jeu de mots, mais je vais le laisser faire. C'est l'heure de la question rock and roll. D'après votre expérience, toutes les années que vous avez passées en éducation, est-ce qu'on forme de façon adéquate les futurs maîtres? Formation des maîtres. Veux-tu avoir la réponse d'un gars qui a enseigné 22 ans au bac en enseignement secondaire? Je veux la vraie réponse. Non. Pourquoi? C'est mon opinion personnelle. C'est correct. Pourquoi? Parce qu'on met trop d'emphase sur... je vais te faire une comparaison. OK? On va comparer un étudiant à une canette de Molson X que j'ai devant moi. Là. D'habitude, je dis une canette de Coca-Cola. Le podcast n'est pas censuré. On a le droit. Bon, voilà. Quand tu achètes une canette de Molson X, qu'est-ce que tu achètes? Tu achètes le liquide ou tu achètes la canette? Tu achètes le contenant. Tu achètes le contenu, pas le contenant. Ah. Voilà. Mais des fois, il y en a qui se fient au contenant. Ouais, et tu as 100% raison là-dessus. Moi, je pense qu'on met trop d'emphase sur la pédagogie et pas suffisamment sur le niveau disciplinaire des jeunes. Gestion de classe. La gestion, moi, je suis convaincu que être prof, c'est quelque chose que tu as en toi. Puis moi, si je suis venu à l'enseignement malgré moi, là, c'est parce que j'avais ça en moi. C'était plus fort que moi, il fallait que je revienne, même si je ne voulais pas. Moi, je me considérais comme étant un grand scientifique. Puis, je dis, l'enseignement m'a appris l'humilité. Là, hein? J'étais quelqu'un qui voulait révolutionner le domaine là, de l'environnement, puis de la géographie, etc. Puis, à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, je me suis ramassé prof. Puis là, j'ai appris à être humble.
J'ai appris ça. Je pense que la formation des maîtres met trop d'emphase sur le contenant, sur le savoir-faire, mais tu peux être le meilleur prof dans une classe si tu n'as rien à enseigner, là, si tu n'as pas de connaissances à enseigner, ben, comme disent les Chinois, you are in deep shit. D'accord? Et puis, malheureusement, c'est ça. Et c'est pas quand tu te ramasses avec 12 ou 15 crédits en géographie, parce que moi, c'est la géographie que j'enseignais au BES, que tu vas être un prof compétent en géographie. Le premier cours de géographie que j'ai donné, puis là, je m'emballe, là, je le sais, là, puis Jean-Benoît, il me connaît, là, il sait que je suis capable d'en parler longtemps. Le premier cours de géographie que je donnais à mes étudiants au bac à l'université, je leur disais, quand vous allez sortir d'ici, vous allez être des incompétents en géographie. Des incompétents diplômés. On galvaude le mot compétence, là, mais ce que je veux dire, c'est que votre niveau de connaissance va être nettement insuffisant. Moi, j'ai un bac spécialisé en géographie et j'en avais plein mes bottes au début de mon enseignement pour être capable d'enseigner parce que mes connaissances, j'en avais simplement besoin. Et on demande à des jeunes d'enseigner une matière pour laquelle on a besoin de 100 $ d'épicerie, puis au bac, on leur offre 20 $ d'épicerie. Tiens, arrange-toi avec ça, puis va enseigner. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Et je suis convaincu que les départements de pédagogie vont crier, vont rouspéter suite à ce que je dis. Puis encore en fin de semaine, il y avait un article dans la presse.ca sur le sujet. Et encore une fois, il y avait une doyenne d'un département de pédagogie à une fac d'éducation. Je ne me souviens pas quelle université qui disait non, on a absolument besoin de tous les cours de pédagogie. Être prof, là, tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est pas vrai qu'on va t'apprendre à enseigner. Oui, tu peux avoir des cours de gestion de classe. Oui, il y a certains cours qu'on peut te donner. Mais ça, tu l'as ou tu ne l'as pas. Moi, je ne serai jamais un vendeur d'assurance. Je ne serai jamais un vendeur de bagnole parce que je ne suis pas capable de faire ça. C'est pas moi. Ben, en même temps, j'ai fini mon bac en 2014. Puis si je prends, mettons, des cas d'exemple en histoire, par exemple, je voyais mal comment... C'est bon avoir une culture générale, puis je lis à tous les soirs, je m'informe. Pour moi, c'est la formation continue à tous les jours. Là. Pas le choix. Pas le choix. En même temps, aller dans des détails, des historiens, est-ce que c'est tant nécessaire qu'on sait qu'on va enseigner? On n'enseignera même pas ces contenus-là aux jeunes. Oui, il y a un minimum, je suis d'accord. Est-ce qu'on va peut-être trop loin? C'est ça que je me pose la question. Est-ce que le boxeur a besoin de tout l'entraînement qu'il fait pour arriver à tenir 12 rounds? Je pense que oui, moi. Je pense que c'est son entraînement, sa préparation qui fait qu'il peut tenir 12 rounds. Pour répondre à ta question, moi, je n'ai pas travaillé avec des jeunes profs sortant de formation des maîtres. Au cégep, c'est pas nécessaire, c'est pas la voie. Au cégep, ils arrivent là avec une maîtrise, fait qu'ils arrivent avec du contenu. Fait que j'ai travaillé avec des jeunes profs passionnants, avec du contenu, qui avaient lu, qui avaient fait plein d'expériences, qui avaient fait du théâtre, qui avaient fait du cinéma. Fait que quand ils débarquaient d'une classe pour un cours obligatoire de français, ils touchaient à plein de choses. Fait que je rejoins encore tout à fait mon confrère. Je pense pas que ça soit un métier qui s'apprenne à l'université. Je pense que c'est un métier qui s'apprend sur le tas, avec des aidants naturels. J'ai jamais pris de stagiaire parce que je ferme ma porte de classe puis je vais être tout seul avec ma gang, là. Mais j'ai souvent aidé des jeunes consoeurs, des jeunes confrères. On se voyait 1 fois, 2 fois par semaine. « Hey Gilles, qu'est-ce que tu fais avec ci? Qu'est-ce que tu fais avec ça? » Puis au début, on parlait d'être cool, mais il y avait une prof tellement cool qu'elle s'est fait ramasser par son groupe en évaluation de fin de session, là. Elle en pleurait. Puis à Granby, prof d'art et lettres puis de littérature, cours obligatoire, on a des évaluations les 2 premières années, mais c'est pas des évaluations pour chercher des bébites, là. C'est des évaluations, qu'est-ce qui fonctionne pas, là? On va te réorienter, puis vas-y de telle façon. Puis j'expliquais à ce prof-là, regarde, là, tu vas cesser d'être cool. T'es pas une de leurs amies. T'es pas leur grande sœur, t'es leur prof. Exact. Ils ont des amis, ils ont des grandes sœurs, mais ils n'ont pas de prof dans leur vie. Là, c'est une prof qui veut l'avoir. Mets les pieds à terre, donne-leur du contenu, puis fonctionne. Tu vas voir, à la fin de l'année, ils vont t'aimer plus. C'est exactement ce qui est arrivé à l'autre session. Fait que, est-ce que Formation des maîtres prépare bien ses candidats? Je sais pas, mais vu de l'extérieur, à mon niveau cégep, c'est pas si formateur que ça. Formation des maîtres, j'ai d'excellents jeunes confrères qui sont pas passés par là.
Quand j'ai commencé à enseigner au BES, on me reprochait les premières cohortes. On disait, on sait bien, toi, tu n'es qu'un prof du secondaire. Ça, c'est les universitaires. Oui, mais il y avait une mentalité qui était particulière aussi au début. Là. À la fin, on me disait très souvent, heureusement que vous êtes là, M. Perra, parce que vous savez comment ça fonctionne au secondaire. Vous savez comment ça marche, puis vous savez ce qui nous attend. Alors, la mentalité avait complètement changé, diamétralement opposée de ce qu'il y avait au début. Ouais. Mais cette espèce de mépris de niveau-là, quand j'ai commencé à être chargé de cours à l'université, les profs du département en études françaises disaient « Ah, ben, au cégep, vous ne leur montrez pas écrire, vous ne les faites pas assez écrire, etc. » Je faisais « Ouh, un instant, là, c'est pas le rôle du cégep de leur montrer écrire, là. C'est autre chose, là. On a un autre mandat. Le problème n'est peut-être pas au cégep, il peut être au secondaire. Ah, non, c'est pas le rôle du secondaire, ça doit pas être là. Ça doit être aux primaires qui font pas leur travail. Non, pas vraiment. Finalement, à garderie, on devrait leur montrer ça à garderie. Puis j'ai finalement conclu en disant, si les femmes enceintes lisaient plus, les enfants écriraient mieux. Là, j'ai eu une couple de petits regards, ils ont compris, on arrête de mépriser en le niveau qui 2019, nous MeToo, précède. on fait plus ça. En tant que correcteur de travaux, moi, je vais reprocher au cégep de ne pas leur apprendre à écrire comme du monde parce qu'ils faisaient plein de fautes dans les travaux à l'université. Donc, c'est de votre faute au cégep, là. Ouais. Mais Non, vous ennuyez-vous de la correction? C'est la raison pour laquelle j'ai pris ma retraite. Mais avec le contexte actuel, que la CAQ parle de réduire le bac en enseignement de 4 à 3 ans pour avoir plus de candidats plus rapidement, étant donné la pénurie actuelle de profs, je me questionne sérieusement sur le bien fondé de ça. Oui, si on enlève des cours facultatifs... Il faut enlever des cours de pédagogie, pas des cours disciplinaires. Tout à fait, parce que moi, c'est depuis 2001 que j'ai fini mon bac, puis c'est pas à l'université que j'ai appris à enseigner. C'est en stage, c'est en classe. Cette pédagogie-là devrait être faite sous forme, disons, de laboratoire ou de participer, d'être tout au long de l'année avec des enseignants associés, puis de regarder en classe, puis pas juste que ça soit une semaine par-ci, 3 mois par-là, mais vraiment ça fait longtemps tout au long du parcours. qu'on parle de mentorat. Je pense que si on voulait faire avancer à quelque part, là, les enseignants qui ont du métier, qu'on leur donne une partie de leur tâche à faire du mentorat avec les jeunes. Aller en classe avec eux autres. Je pense que l'expérience pourrait être positive. Oui. Je pense que l'expérience pourrait être très positive, pourrait donner des résultats intéressants, selon moi. Je crois aussi qu'il est possible de faire quelque chose d'intéressant à la condition qu'on ajoute des cours disciplinaires. Puis là, on a passé notre temps à les en enlever. Là, le gars qui vous parle, là, j'ai fait 22 ans à l'université et grâce au BES, le bac en enseignement secondaire, j'ai enseigné 22 ans. Donc, je suis en train complètement de contredire la job que j'ai faite pendant 22 ans. Depuis le début que j'ai dit, le BES, c'est peut-être une bonne idée, mais il est mal appliqué. Il y a trop de cours de pédagogie, puis encore, c'est mon opinion personnelle, il y a trop de cours de pédagogie par rapport aux cours disciplinaires. Puis on se faisait constamment rabrouer par la fac d'éducation qui nous disait « Non, il faut leur apprendre à enseigner. Ça, tu l'as ou tu l'as pas, je répète, je radote, je le sais. Mais tu vas l'avoir, tu es un bon animateur ou tu n'en es pas un. » Puis il y a des profs qui sont capables d'animer, puis ils n'ont aucune... Moi, je pense à plusieurs collègues que j'ai eu dans ma carrière, excellents animateurs, mais qui n'avaient aucune connaissance. Mais ça marchait quand même. Les étudiants, les élèves les aimaient parce qu'il y avait du plaisir avec ce prof-là, mais il n'apprenait rien ou à peu près rien. Mais encore une fois, là, c'est très subjectif ce que je dis. Parce que, est-ce que c'est vrai qu'il n'apprenait rien ou pas? Ben, c'est autre chose. Ça. Il y a tellement là, de choses à dire là-dessus, là, tellement de discussions à avoir, là, puis chacun a son opinion. C'est quasiment inextricable. Mais il y a une chose que je pense très sérieusement, c'est que depuis 1982, depuis que le Parti québécois, le parti pour qui j'ai voté quasiment toute ma vie, a dénigré, a fait un travail de démolition sur toute la fonction publique et en particulier sur les profs,
Ben, depuis ce temps-là, la profession n'est plus la même. Avant, on était quelqu'un, comme le collègue Gilles disait tantôt, les profs avaient un statut. Maintenant, c'est plus le cas. Non, maintenant, on est réduit à nos vacances. Ah, t'es prof? Ah oui, t'as 2 mois de vacances, toi. Ouais, moi, j'ai 2 mois de vacances, mais toi, quand t'as ton enfant chez toi 2 semaines l'été, quand t'es en vacances, tu fais quoi? Tu le places d'un camp d'été. Tu peux pas passer 2 semaines avec ton enfant, puis moi, je te l'éduque, je te l'instruis pendant 10 mois de temps. Je te coûte pas cher, mon pit. Pour terminer, il nous reste quelques minutes. J'aimerais ça peut-être finir avec des conseils ou un conseil pour, et là, attention, pour les jeunes profs, les jeunes ou les futurs profs, les profs expérimentés et les profs en fin de carrière. Donc, peut-être un petit conseil, peut-être pour chacune de ces catégories d'âge d'enseignants. C'est pas un sprint que tu fais, c'est un marathon. Et tu dois absolument faire attention à ton énergie. Et tu dois apprendre, moi c'est ce qui m'a sauvé très souvent, à lever le pied. Quand je sentais que ça chauffait, là, je levais le pied. Je disais, bon, les corrections, ça va attendre un peu parce que là, ça chauffe. Là. Ça chauffe un peu trop. Il faut que tu fasses attention à toi. Je pense à un prof qui disait à ses étudiants, je vais tout vous donner. Moi, je me souviens d'avoir dit à mes étudiants au BES, regarde là, si ça vous fait rien, mes tripes, je vais les garder, j'en ai besoin pour vivre. Je ne vous donnerai pas tout, je vais garder mes tripes, j'en ai besoin pour vivre. Alors, je suis ici pour vous enseigner, mais il faut que je vive aussi. Puis on doit vivre, survivre, on doit faire attention. Un vieux prof, la pire gaffe qu'il peut faire, c'est s'asseoir sur son cul puis dire, regarde, je me laisse aller jusqu'à la fin. Moi, personnellement, je pense avoir eu la sagesse parce que physiquement, j'étais très capable de continuer. J'ai fait 34 ans, je n'ai pas fait 35. Mais je me suis réveillé une nuit, puis il y a une cloche qui sonnait très fort dans ma tête qui disait « Tu prends ta retraite ». Et pour une fois, j'ai écouté mon intuition. J'ai pris ma retraite. Parce que je ne sais pas. Parce que je sentais que c'était le temps. Parce que je ne voulais pas être le vieux sacrement dans la classe face aux élèves, là. Puis malgré ce que les élèves me disaient, mais là, je suis grand-père, là, tu sais, ils ont un grand-père devant eux autres, à un moment donné, ils vont être tannés, là. Je me suis dit, regarde, tu t'en vas, là, tu es encore en pleine possession de tes moyens. Ayez la sagesse de quitter. Avant de ne plus être capable. Il y a trop d'enseignants qui quittent, qui n'en peuvent plus, qui sont à terre et qui ne veulent plus rien savoir, malheureusement. 2 conseils pour répondre à ta question. Moi, je pense qu'en cours de carrière, il faut développer d'autres passions. Parce que ce métier-là, il te dévore littéralement. En congé, tu penses à quoi? Tu penses à tes cours. Comment améliorer ceci? Comment améliorer cela? Tes lectures, tes sorties, tu vas au cinéma, tu vois un film, tu dis « Ah, m'en parle à mes étudiants lundi, ils vont trouver ça le fun, ils vont y aller. » Il faut que tu apprennes à décrocher. Ça prend une soupape de sécurité pour survivre. La famille, le sport, la pêche, l'écriture, Dungeons and Dragons, n'importe quoi. Passionne-toi pour autre chose. J'espère que ma femme est en train de t'écouter, mon cher Gilles, parce qu'elle ne fait à peu près que ça le soir. Là. Puis je lui reproche constamment, puis elle dit « Ah, faut que je prépare mes affaires, faut que je fasse ci. » Elle est prof de français. On tombe tous dans Elle enseigne le français. Oui, on tombe tous dans ce travers-là. C'est tellement exigeant. C'est paradoxal, mais il faut apprendre à décrocher pour rester accroché. Puis l'autre conseil que je donnerais, mais là, c'est un petit peu plus loin dans le métier, pas pour les débutants, ils n'ont pas ce choix-là, eux autres. Un coup que tu maîtrises tes cours, un coup que tu les as, là, vraiment, là... Sont rodés. Lâche-le. Lâche-le. On avait ce luxe-là au cégep. J'ai enseigné linguistique un bout de temps, puis ça allait très bien, c'était parfait. Arrête ça, donne-moi théâtre. Tu n'as jamais enseigné théâtre? Oui, je veux enseigner théâtre. J'ai fait théâtre un bout de temps, lâche ça. Enseigne autre chose. Il faut que tu décroches. Il faut que tu reviennes à tes premières passions. Moi, je suis devenu prof parce que j'aimais la littérature, j'aimais les arts. C'est ça que je voulais voir. Mais quand tu es toujours dans le même cours, tu finis par t'encrasser. Tu fais table rase, mais là, tu ne te rends pas service sur le coup. Hein? Ma dernière session de travail, après 35 ans, j'ai redemandé de littérature québécoise que je n'avais pas fait depuis 20 ans. Il a tout fallu que je remonte. Il a tout fallu que je me replonge dedans. Mais je suis sorti là, tellement grandi, tellement fier de moi,
Non, je ne suis pas usé. Non, je suis encore capable de passionner des étudiants. Je suis encore capable d'aller chercher du contenu. Pour être heureux, il faut apprendre à décrocher. Il faut tout lâcher, puis se replonger dedans. Il faut sortir de sa zone de confort. Exactement. Il faut que je lâche le podcast, c'est ça que ça veut dire. Ben non. Moi, je te Ben non, trouve, ben non, au je te trouve contraire. confortable pas mal. T'es pas en train de faire un métier d'enseignant. Tu fais un Non. métier de communicateur. Ouais. Puis c'est une passion connexe, comme Ouais, je le ouais. disais. Hein. Oui, c'est ça, c'est connexe. Mais moi, je suis un touche à tout dans la vie. J'aime ça toucher à, tu sais, faire plein d'affaires. Puis, mais non, c'est. Hey, honnêtement, c'était fascinant. J'espère que si vous voulez revenir, vous êtes les bienvenus. On n'est pas tout le monde en parle, je vous aurais donné une carte chouchou tout de suite. Là. Mais. Puis je pense que tu avais encore 3-4 questions prêtes qu'on n'a pas faites. Oh non, on n'a pas fini. On va définitivement faire une partie 2 à ce balado-là. Vous avez apprécié l'expérience? C'était le fun? Oui, Oui, oui. c'est Est-ce intéressant. que c'était votre première fois dans un contexte podcast ou radio? Moi, j'ai fait de la radio à 2 occasions différentes. J'avais une chronique en ornithologie à 106,1 du temps que c'était à Magog, là, du temps que c'était la radioactive de l'Estrie avec Claude Boulard et compagnie. Puis j'ai fait aussi du génie en herbe à CHLT Radio à Sherbrooke. Ça s'appelait La question du prof. J'avais 2 questions de génie en herbe 5 jours semaine. Là, pendant quelques années, j'ai fait ça. Là. Ah, c'est. Puis, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Moi, j'ai aussi fait de la radio à 2 occasions au cégep, comme étudiant de cégep. J'avais mon heure de radio où je faisais tourner que des trucs en français. Plume. Du bon plume, j'espère. Non, Même- un peu plus littéraire. OK. Puis, Plume. fait que j'ai eu mon émission de radio au cégep comme ça. Et par après, en cours de carrière, j'ai eu une chronique à CHEF Granby qui est rendue... 14,50 au cadran. C'est de la radio AM, ça. Oui, de la radio AM. J'avais une chronique sur les revues. Je faisais la revue des revues. Ah, Mais un podcast comme ça, à discuter, à comparer des arguments, c'est la première fois que je vis ça, puis j'aime bien. Je peux-tu ajouter un petit quelque chose? Oui. Si vous venez à Granby, allez faire un tour au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin. hum. Je suis un des instigateurs à l'époque, là, Wow. avec la gang du Club Natural. Là, alors, Ceux qu'on appelait les bibitologues. Exactement. J'ai été bibitologue. Effectivement. Alors, merci, mon cher. jeune homme. C'est moi qui vous remercie pour tout ce que vous avez partagé aujourd'hui. Au plaisir de se revoir. Marc-André, t'as oublié le commanditaire du podcast. Oui, avec le commanditaire de la semaine, Marewa Café à Saint-Hyacinthe. Donc, sur la rue des Cascades, juste à côté du Bill Boquet, vous avez le café Marewa, qui est un café bio équitable, produit, torréfié sur place, produit du Québec. Et surveillez leur page Facebook actuellement. Marewa Café vous prépare un nouveau produit qui devrait sortir d'ici 2 semaines qui s'appelle le Combia, qui est un café en canette infusé à froid qui est super bon pour la santé, semble-t-il. Aucun produit dérivé. Il a été approuvé par Santé Canada. Donc, allez voir ça. Ça devrait sortir d'ici 2 semaines. Si vous avez aimé ce podcast-là ou vous avez aimé les autres, n'hésitez pas à le partager via Facebook. On est sur Twitter aussi. Vous pouvez l'écouter sur YouTube, Balado Québec, iTunes, Spotify et Overcast. Je t'arrête de l'apprendre parfaitement. Donc, partagez, laissez des commentaires. Ça grouille de plus en plus sur notre page. On aime ça. On fait ça bénévolement, malgré le fait que j'ai du café là, au final. Là, mais c'est une autre histoire. Hey, passez une excellente semaine. Merci Marc-André. Merci à vous. Merci Gilles. Merci Merci. Louis-Paul. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. À Merci. la prochaine. Bye.